musique qui transforme les cœurs, transforme les cœurs. La musique qui transforme les cœurs. Yeah. Gospel hip hop transforme les cœurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Gospel Impact. Aujourd'hui, je me trouve encore en présence de la légende du gospel francophone, lingalophone, hispanique et bien d'autres. Et je suis très honorée de l'avoir sur le plateau. Avant de l'accueillir, j'aimerais simplement vous la présenter quand même. Elle est chantre, auteure, pasteur. Elle est également formatrice. C'est la révérende maman Nana Lukezo. Bonjour maman, comment vas-tu? Bonjour Carolina, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors j'ai quand même oublié aussi de dire que tu es mariée Oui, à JC, papa JC. très important. Que tu es Ensemble, on a 5 enfants. Voilà, Voilà, exactement. tout à fait. Et voilà, je pense que tout a été dit. Alors tu as aussi fêté 35 ans de ministère récemment. Exactement, 35 tout à fait, oui. Et tu as fait un concert pour cela, pour un peu signer ces 35 ans, cette première saison. Oui, Et ensuite tu es rentrée dans une nouvelle saison actuellement tout à fait. de La transmission. transmission. Exactement, tout à fait. Alors si tu transmets aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des épreuves. Ouais. Tu nous as dit, hein, tu as vécu pas mal d'épreuves, c'était Mhm. comme une sorte de continuité. Mhm. Mais dans toutes ces épreuves, le Seigneur a été fidèle, il a demeuré fidèle. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette épreuve qui Mhm. est peut-être pas la plus importante, mais peut-être la plus éprouvante, Mhm. qui est celle de ton accident en Côte d'Ivoire en Mhm. 2017. Tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui s'est passé en quelques mots pour ceux qui ne sont pas au courant? Ok, Et ensuite, D'accord. j'aurai une autre question importante. ça va. Ok. Donc en 2017, je venais de sortir un nouvel album. Je pense que c'était Laisse-moi te raconter. Alors j'avais quelques émissions à passer sur place à Abidjan. Et puis il y avait aussi une campagne d'évangélisation. Une église m'avait sollicité aussi pour pouvoir participer. Donc du coup, je fais ce voyage-là vers la Côte d'Ivoire. C'était un voyage qui était très court, hein. En fait, normalement, ça ne devait même pas... Je devais faire 4 jours. Je devais faire 4 jours. Et donc, le voyage le séjour a bien commencé. J'ai commencé avec toutes les activités que j'avais. Et puis, la campagne aussi a commencé. Et puis, le deuxième jour de la campagne, quand on a fini, en fait, on avait fini un peu tard aussi. Vous savez, quand on fait les campagnes d'évangélisation et autres. Et c'était en plein air comme ça. Donc, du coup, ça tire un peu en longueur quand on a fini. Et puis, on connaît, hein, on est dans des églises. Quand on finit, il faut aller manger C'est ça. ensemble, finir et puis prendre la route pour aller vers les hôtels et autres. Et ce qui fait que moi, en fait, je n'étais pas logée à Abidjan même. Ok. Il y avait un hôtel à Bassam. Bassam, c'est une autre ville. Hein. C'est une ville de la Côte d'Ivoire aussi. Mhm. Alors, il y avait un hôtel là-bas qui m'avait offert le séjour. Ok. Quand j'ai dit que je venais, on m'a dit « Ah non, on t'offre le séjour ». Donc, du coup, j'étais obligée d'honorer cette invitation-là. Donc, je logeais là-bas. Ok. Et donc, chaque fois qu'on finissait la campagne, on m'emmenait jusqu'à Bassam. Bon, on prenait quand même l'autoroute parce que c'était quand même pas vraiment la porte à côté. C'est à 1 heure, hein? 1 heure plus ou moins. Presque. Attends, je pense quand même moins d'1 heure quand même, mais peut-être une quarantaine de minutes comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on prenait la route à chaque fois. Et ce jour-là, quand on a fini, on a pris la route. J'étais particulièrement fatiguée ce jour-là. Je me suis dit, bon, je vais m'endormir. Bon, le truc, c'est que j'avais un chauffeur qui me ramenait à chaque fois. Ce jour-là, comme on avait fini assez tard aussi, on a demandé au chauffeur, non, écoute, comme tu dois aller l'accompagner, tu dois revenir. Autant mieux qu'elle aille avec des gens qui vont déjà à Bassam, qui logent aussi à Bassam, tu vois. Donc, du coup, on m'emmène avec cette famille-là qui allait à Bassam. Et bon, comme c'était déjà toute une famille, on m'a dit, je veux pas que le pasteur disait, il faut pas froisser mon invité là-bas, comme ça elle se met devant. Et puis, on va rouler tranquillement. Je me mets devant, côté passager, et puis on prend la route. Parce que je sais que je n'avais pas porté ma ceinture non plus. Et puis, je me suis endormie vite. J'étais même au téléphone avec Jean-Claude qui me disait, je dis, mais écoute, le temps d'arriver à l'hôtel, là, on va se parler. Parce que là, j'entre en voiture, on est avec les gens dans la voiture et tout, voilà. J'ai raccroché, on a pris la route. Et je me suis endormie. Bon, en dormant, en fait, il y a aussi les passagers derrière aussi. Eux aussi se sont endormis.
Ok. Nous tous, on a dormi, on a laissé le chauffeur en train de conduire. Et comme c'était tard et que le sommeil est souvent contagieux, ben lui aussi, il a été contaminé par le sommeil. Il s'est endormi. Et en s'endormant, il a perdu le contrôle de la voiture. Et donc, il a d'abord commencé à aller vers l'autre côté, tu vois, le côté de ceux qui viennent de l'autre côté comme ça. Il a commencé à quand les gens commençaient à klaxonner et que quelqu'un s'est réveillé déjà dans la voiture. Et quelqu'un a crié dans la voiture. C'est comme ça que moi aussi, je me suis réveillée. Okay. Et puis, il a essayé de redresser. Mais ce n'était pas un chauffeur expérimenté. Bon, j'ai su après qu'il était même encore apprenti. Tu vois, il n'a pas encore le permis, mais il apprenait encore. Donc, du coup, il a essayé de redresser à sa manière et tout. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a quand même quitté la route. On était dans la brousse. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, du coup, comme si ça s'était accéléré, on roulait un peu trop vite. On était carrément dans la brousse, quoi. Puis, je ne sais pas s'il a voulu peut-être freiner brusquement. Moi, tout ce que je sais, c'est que, pouf, à un moment, j'ai vu juste que la voiture s'est soulevée. Bam! Et moi, je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Donc, dès que la voiture s'est soulevée, j'ai perdu connaissance. Je me suis évanouie. Donc, du coup, les autres avaient l'avantage. Tout le monde s'est un peu accroché. Moi, je n'avais pas, en perdant connaissance, je n'avais pas le moyen de m'accrocher à quoi que ce soit. Donc, quand on a fait 4 tonneaux, quand la voiture a commencé à se balancer là, je suis sortie par la fenêtre. Donc, ça m'a projeté en l'air. Et quand j'atteignais le sol, c'est tout le dos qui se brisait. À un niveau vraiment que quasiment la moelle épinière a été sectionnée. Donc sur le coup, je ne savais pas trop. Bon, j'étais toujours inconsciente, même quand j'atteignais le sol. Et je me dis aussi tant mieux, hein, parce qu'un tel choc, je ne sais pas si j'allais supporter ça, parce que j'avais des vertèbres broyées. Il y a des vertèbres qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'il y avait de la poussière. Donc c'était vraiment irrécupérable. Et puis, quand la voiture s'est arrêtée, ils sont descendus et il n'y a pas notre invité dans la voiture. Ouf, commençait à crier, non, me chercher dans la brousse. Et puis, ce sont les cris qui m'ont réveillée. J'entendais qu'on appelait mon nom. J'ai repris connaissance. Alors, je me dis, je vais me lever, je vais aller vers eux. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à bouger. J'essaie de me lever, mais j'avais une forte douleur au niveau du dos. Je ne comprenais pas. Et puis, j'ai commencé à crier, je suis là. Ils m'ont rejoint. Et puis, on a attendu que les secours, ils ont appelé les secours. C'est comme ça que, voilà, quand les secours arrivent, on prend d'abord, il y avait une jeune dame qui était avec nous dans la voiture, qui a eu une fracture ouverte. On l'a d'abord emmenée, elle. Et puis, moi, j'étais encore là dans la brousse. Hein. Mais bon, le temps qu'on me trouve, le temps que les secours arrivent, j'ai fait quand même quasiment 1h30. Hein. À un moment donné, et surtout que j'étais immobile, je n'arrivais pas à bouger. J'avais même des bestioles qui essayaient d'entrer un peu partout dans mon corps, parce qu'on était vraiment dans la brousse. Et les secours arrivent, on me prend, on m'emmène à un premier hôpital. Là, on retourne vers Abidjan. On m'emmène à un premier hôpital. On arrive là. Bon, ce que les gens ne me disaient pas, je n'avais plus de forme, en fait. J'étais déjà devenue un peu bizarre le dos. Hein. Alors, quand on m'a pris, j'étais sur le ventre. Donc, j'étais toujours que sur le ventre. Et tellement j'avais mal, je ne voulais pas qu'on me retourne, tu vois. On arrive à l'hôpital et puis ils disent, avant de me passer au scanner pour voir un peu tout ce qu'il y a comme dégâts, mais ils vont d'abord faire des tests, des petits tests pratiques, tu vois, genre le toucher. Oui, c'est ça. On le voit souvent dans les films, hein, que non, genre voilà la personne, et puis on te dit, on touche, est-ce que tu sens ou tu sens pas, voilà. Donc moi j'étais couchée sur le dos et sur le ventre. Et donc, quand on m'a dit, ok, on va faire les examens, on va toucher, et puis tu vas nous dire si tu sens ou tu ne sens pas. Et puis voilà. Et puis j'étais là, j'attendais. Et puis j'attendais. Et tu sens, maintenant, tu vois ce silence-là, gênant là, comme ça, qui s'installe. Et puis je demande, hein? Moi, même quand je suis dans un tel état, je blague toujours. J'ai dit, mais c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Il faut toucher, non? Et c'est là qu'on vient me dire, Nana, il y a quelqu'un qui a la main sur toi en ce moment-ci. On t'a déjà tellement touché. Mais tu ne réagis pas.
Maman, tu vois, une larme là de douleur qui coule. J'ai dit, essaie encore. Puis sûrement, je n'étais pas très concentrée. Est-ce que tu peux encore toucher? Mais il y a quelqu'un sur toi. Il y a une main sur toi. Non, je ne sentais rien du tout. Je sentais rien du tout. Et là, c'est comme ça que tu comprends que ta vie est partie, quoi. Et il fallait maintenant chercher un moyen de me rapatrier pour revenir vers la Belgique ici. Et bon, ça, c'était encore une autre histoire parce que l'Église n'avait pas la possibilité de me rapatrier. Quand on a commencé, ils ont commencé à se renseigner sur les vols médicalisés. C'était pas moins de 30 000 € qui étaient mentionnés à chaque fois. Et mon mari était catégorique, pas question de l'opérer sur place parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire que après le scanner, on a vu que la poche des nerfs était bousillée, mes nerfs étaient déchiquetés et les vertèbres étaient broyées. Et c'est là aussi qu'ils constatent que ma moelle épinière était sectionnée aussi. Donc, bon, ok. Ils ont commencé à chercher des solutions. Moi, j'ai dit à mon mari, non, j'ai une assurance pour les accidents et tout. C'est cette assurance-là qui m'a rapatriée. Je ne veux pas donner le nom parce qu'on ne fait pas la publicité. On n'est pas là pour ça. Oui, mais tout le monde connaît ça. Alors, on me rapatrie, j'arrive ici en Belgique, j'arrive à Zottegem. J'ai fait 2 jours avant le rapatriement. J'attendais le temps que l'assurance trouve un moyen de rapatriement. Et en fait, j'ai voyagé juste avec une compagnie ordinaire, mais on a juste dû isoler comment ça s'appelle? Les chaises de derrière. En fait, c'est comme la compagnie a pris une bonne partie parce qu'on m'avait suspendu comme ça. Je ne pouvais pas m'asseoir sur les chaises normalement. Donc, j'étais sur une civière, mais suspendue. Et je ne pouvais pas être suspendue sur les gens comme ça. Donc, on a dû sacrifier une partie de l'avion, où on m'a suspendue comme ça. Quand j'arrive, j'ai atterri à Paris. Les ambulanciers sont venus me récupérer. Je suis entrée dans l'ambulance et l'ambulance direction Belgique. Ouais, jusqu'à Zottegem, dans ma ville. On arrive, comme on a un grand hôpital là-bas, c'est là-bas directement qu'on m'emmène. Alors, quand j'étais encore dans ces trucs-là, mon mari avait déjà appelé le médecin de famille ici pour dire voilà ce qui était arrivé et tout ça. Et il nous a recommandé, il a dit, je connais un bon neurochirurgien et il travaille à cet hôpital-là où vous êtes. Il faut vraiment demander à ce que ce soit lui, mais on ne sait pas s'il voudra parce que vous savez, il y a des spécialistes là qui sont assez capricieux et tout. Mais moi, je disais, tu vois, le monsieur là, peut-être qu'il n'était pas conscient. Toute l'expérience qu'il a acquis là, c'était pour fabriquer quelque chose dans mon corps. Amen. On lui a dit, voilà, il y a une patiente qui va arriver. Son mari ne veut que vous. Il a dit, envoyez-moi son dossier. Et c'est le genre, il aime que des dossiers compliqués, tu vois. Un gars là, quand il entre, c'est comme si tout l'hôpital l'applaudit. Et je t'assure, quand il venait aux soins intensifs, c'était la star. Alors, il regarde le dossier et il dit, je prends. Et j'arrive ce jour-là. Le jour où j'arrivais, il y avait déjà la première intervention parce qu'il devait essayer de recoudre la poche des nerfs. Mais bon, les nerfs, on ne sait rien faire parce que c'est un peu comme l'élastique. Tu vois, c'est des choses que quand ça s'est coupé comme ça, on ne sait plus les remettre. Donc, il a essayé juste de réparer cette poche-là. Ça, c'était la première opération. Il a laissé un jour passer et le lendemain, c'était maintenant la grosse opération. Ça veut dire créer, parce qu'il y avait des vertèbres qui n'étaient plus là, il fallait maintenant créer une structure métallique pour mon dos, pour pouvoir porter ma colonne vertébrale. Donc, c'était une opération très longue. Quand l'opération est finie, on m'a plongée dans le coma pour que mon corps se repose. J'ai fait quelques jours dans le coma et ensuite on m'a réveillée. Et puis voilà, le médecin est venu, il m'a raconté ses exploits. Hein. Il m'a dit, on a soudé, on a ceci. Et puis il avait les radios, les photos des radios et tout. Tout ça, moi, ça ne m'intéressait pas. Comment tu te sentais à ce moment-là? Ouf, bon, j'étais un peu déséquilibrée. C'est vrai que bon, en tout cas, en fait, c'est comme si je vivais un film. C'est comme si les choses se passaient et que je ne maîtrisais pas, tu vois. Et puis,
Le médecin m'a dit, tout s'est bien passé. Bon, moi, j'avais qu'une seule question qui brûlait mes lèvres, parce que oui, ça s'est bien passé. Tant mieux, mais... Et après, Et après, j'ai dit oui, c'est bien toutes ces opérations, mais maintenant, après, est-ce que je vais marcher? Il me dit... Là, tu sais, ce genre de réponse, là, on ne donne pas ça directement. On t'explique d'abord, on te met dans le contexte, tu vois, non? Il dit, tu vois, Madame Lukizo, il y a eu un grand travail qu'on a fait. Si au moins on avait récupéré quelques de vos vertèbres, je pouvais vous promettre quelque chose, mais le fait qu'on ait encore mis des métaux et ceci, cela, ça compromet encore plus votre rétablissement. Donc je ne peux pas vous promettre ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez 1 an pour que votre corps récupère quelque chose. Ce que vous aurez récupéré en 1 an, c'est ce qui sera acquis. Dépasser 1 an, votre corps ne peut plus rien récupérer. Donc, si vous voulez récupérer quelque chose, battez-vous pendant cette période-là. Moi, il ne faut pas me dire ce genre de choses. Quand je entre dans un combat, j'étais devenu marcher mon combat. Donc, il m'a dit, dès que là, tu peux pas... Moi, je dormais, je rêvais que j'ai commencé ma kiné. J'ai même fait une crise parce qu'on m'a dit que non... on m'avait mis une date pour commencer la kiné. Parce que moi, pour moi, c'est comme si j'ai commencé une course. Hein? Un compte à rebours. Un compte à rebours. Ça dit que, non, j'ai l'échéance d'1 an. Donc, ça dit que, voilà, je dois... Et donc, d'abord, ce n'était pas la première des étapes parce qu'il fallait d'abord apprendre à s'asseoir. Parce que moi, j'ai tout réappris. J'étais toujours allongée. Et donc, au fur et à mesure que les jours avançaient, en fait, tu vois le lit, on redressait un tout petit peu. C'est pas brusquement, hein, c'était vraiment... 1 semaine après, on vient un peu ici. L'autre semaine, un tout petit peu, jusqu'à ce que ça atteigne un peu un niveau assez où je pouvais manger. Parce que même là, je ne mangeais pas. On me mettait des sondes et tout. J'étais nourrie par les sondes. Et puis, quand vraiment j'ai eu une posture où je pouvais être comme ça, au moins, j'ai commencé avec les soupes. Mais oui, parce que ça, au moins, ça facilitait un peu. Et puis, mais l'étape la plus difficile, quand maintenant on pouvait me mettre un peu plus en position assise, c'est là que le médecin a dit, bon, elle peut commencer à apprendre à s'asseoir. Et apprendre à s'asseoir, je ne devais pas rester sur le lit, mais je devais m'enlever du lit et m'installer sur une chaise. Ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai vécue, réapprendre à m'asseoir. C'est vrai. Oui, avec tout ce que j'avais au dos, mais tu n'imagines pas. Tu étais sous antidouleur, j'imagine. J'étais sous antidouleur, mais ça n'empêchait pas que je souffre atrocement. Oui. Alors, avant de me faire asseoir, on me faisait porter une ceinture qui soutenait un peu le dos. Et je devais faire le matin, on me met 10 minutes assise. Après les 10 minutes, on me ramenait au lit. Le soir aussi, 10 minutes. Donc, j'avais un peu comme des séances de 10 minutes comme ça. Mais c'était les 10 plus longues minutes de ma vie. Parce que dès qu'on me mettait là, je commençais déjà à supplier. Donc, en fait, la minute n'est même pas déjà entamée. Tu es en train de supplier l'infirmière. Remets-moi au lit. C'était trop dur. C'était vraiment une étape très, très, très difficile que finalement, bon, j'ai réussi à surmonter. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que j'ai quand même vécu aussi des choses qui n'étaient pas très bonnes à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était un peu du racisme aussi, mais en tout cas, j'ai subi beaucoup de négligence. Ouais. Je t'ai dit comment je souffrais quand on me mettait là 10 minutes. Mais il arrivait qu'il m'oubliait pendant 1 heure. Tu imagines? Tu as tout pleuré, toutes les larmes de ton corps. Tu as sonné, personne n'est venu. Et ce sont même des choses qui m'ont plongée dans la dépression parce que j'ai fait une forte dépression à un moment donné. J'ai failli vraiment me perdre dedans. Ouais. À l'hôpital, ça? Oui, à l'hôpital. Ouais. J'ai fait une grosse dépression. Et puis j'avais aussi des gros épisodes d'insomnie. Je ne dormais pas. Donc ça, j'ai fait ça pendant 1 mois. Pendant 1 mois où je ne fermais pas l'œil. Et ça a été vraiment très, très, très dur. Et quand j'avais voyagé,
j'avais le voyage obligeait que quand on me rapatriait quoi, Oui. on avait exigé que l'on me mette une sonde pour recueillir les urines parce que pendant le voyage je ne saurais pas me lever pour aller me soulager. Donc quand je suis arrivée aussi à l'hôpital après toutes les opérations, on m'avait jamais enlevé la sonde. Et puis à un moment donné, ils ont dit on va enlever la sonde comme ça tu reprennes à faire pipi normalement. Et puis on enlève la sonde. Puis à un moment donné, j'avais la vessie qui était remplie. Et puis je demande à l'infirmière, oui, on vient avec le seau. Les urines ne sortaient pas. Et puis ils ont dit, oh, en fait la paralysie avait... Parce que ma paralysie était à partir de là, hein, tu vois. Oui. Ils ont dit, ah, la paralysie atteint aussi la vessie. Donc, on va chez l'urologue. L'urologue dit, il faut oublier. Il faut oublier cette chose d'uriner normalement. Il faut lui remettre la sonde. On m'a remis la sonde. Et donc, j'ai continué avec ça pendant un moment. Et puis, j'ai fini mes épisodes de dépression, là, on peut dire comme ça, parce que j'étais vraiment entrée en guerre avec Dieu. Hein. Ça, je le cache jamais, hein. Tu vois. Tu te dis, je suis partie faire l'œuvre de Dieu. Je suis quelqu'un vraiment qui veille beaucoup à mon comportement, à ma façon de marcher avec Dieu. Je suis vraiment très méticuleux de ce côté-là. Je n'aime vraiment pas que Dieu me prenne en faute, tu vois. Et j'en voulais à Dieu. Je lui ai dit, mais comment tu peux permettre une telle chose? Je t'ai fait quoi? Je suis toujours bien avec toi. Je respecte tout le monde. Je suis toujours très, très, très réglo. Comment une telle épreuve pouvait tomber sur moi? De toutes les personnes qui sont ici, de tous les chantres qui existent aussi. C'est moi. Et j'étais vraiment entrée en guerre avec Dieu. Et quand le Saint-Esprit a commencé vraiment à travailler dans mon cœur pour me dire, toi là, le chemin que tu prends là, le gars là que tu es en train de gronder là, il n'aime pas ça. Tu vois, c'est lui qui gère ces choses comme il gère. Tu n'as qu'à suivre. Je commençais vraiment à rentrer en moi-même pour me dire, bon, qui suis-je pour juger Dieu? Il a fait de cette manière-là. C'est lui qui voit. Alors un jour, on vient me dire que la sonde qu'ils m'ont mise, ils vont l'enlever parce que ils ont peur que ça s'infecte parce que je suis restée avec ça trop longtemps. Ils ont dit, il y a une dame qui passera, qui viendra m'apprendre une autre méthode pour pouvoir évacuer mes urines. J'étais déjà pas trop d'accord parce que je me disais, commençais encore à faire trop d'efforts et tout. Ça ne m'enchantait pas. Alors, comme ils avaient laissé des consignes le matin, que l'infirmière qui était de garde, avant de partir le matin, qu'elle m'enlève la sonde. C'est ce qu'elle a fait. Elle a enlevé la sonde avant de partir. Et elle m'a dit, on va s'occuper de toi après, il y aura des gens qui viendront. Quand elle est partie, entre-temps, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai bu et autres, et puis la vessie était pleine. Les personnes qui devaient venir pour faire ce qu'il fallait faire n'étaient toujours pas là. J'ai eu une folie dans ma tête. Mais une bonne folie. J'ai dit, parce que là, je venais d'apprendre à quitter mon lit pour aller sur le fauteuil roulant. Je commençais à maîtriser un peu. Alors, j'ai dit, je parlais en moi-même. J'ai dit, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Je me suis balancée sur mon fauteuil roulant. J'ai dit, je vais aller faire pipi. Tu sais, il y a des choses comme la foi, le courage. C'est toi seul qui dois avoir ça pour ta vie. Et puis, il y a certaines choses, surtout quand tu veux faire certaines actions de foi, fais-le spontanément. Peut-être ne parle pas à quelqu'un qui peut ralentir ta foi. Parce que je pense que si ce jour-là, heureusement, j'avais déjà essayé, appris à me déplacer de mon lit, à aller sur le fauteuil roulant. Personne ne m'avait appris ça. Je pouvais tomber. Je fais ça en secret parce que les infirmières, si elles étaient au courant, ça allait me coûter beaucoup. Mais ça m'a servi. Je me suis mise sur mon fauteuil roulant. Je suis allée à la toilette. J'arrive à la toilette. Tu sais, quand tu es en train de partir, comme si je suis en train de... Et je n'arrêtais pas de parler. Je n'arrêtais pas de dire, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Je calme mon fauteuil roulant. Je me pose sur la cuvette.
et je fais pipi. Mm. J'ai fait pipi, hein, Wow, radieux. pour de vrai. Mm. J'ai crié. Ma voisine de C'est chambre. que de joie. Oui. Et quand j'avais mon téléphone à côté, c'est ma mère que j'ai appelée en premier. Même pas Jean-Claude, ma mère d'abord. J'ai dit allô maman. En fait, faire pipi, c'est normal pour tout le monde, mais pour moi. à ce moment-là. Alors, j'ai fait pipi. Enfin, d'abord, je disais, maman disait, c'est quoi, elle est devenue folle ou quoi? Je dis, maman, j'ai fait pipi. Il dit, non, dis pas ça. J'ai fait pipi. Donc, c'était une grande joie à un niveau. Oui. Et ma paralysie n'était pas partie. Hein. Mm. J'étais toujours paralysée de là à là. Moi, j'ai appelé cette partie-là de ma vie ce que la Bible dit, le fleuve qui jaillit dans le désert. Tu vois? C'est quand tu perds espoir et que Dieu dit, tu dois quand même être dans ce désert-là, mais pour que tu saches que je suis quand même là, je vais te donner un petit signe. Tu vois? Je vais faire jaillir un fleuve dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé. Je sors là, je vois les infirmières, je leur dis, j'ai fait pipi. Ils disent, hé madame, attendez. Bon, attends, quand le collège des médecins va passer, tu pourras leur dire. Ils sont passés, je leur ai dit, j'ai fait pipi. Ils ont dit, non madame. Non, ça peut pas. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Sûrement, c'était quelques gouttes, mais ils ont commencé maintenant à me faire peur. Ils ont dit, non, mais tu sais que si tu n'évacues pas toutes tes urines, tu vas abîmer tes reins. Il ne faut pas croire que. Sûrement, tu as poussé un peu ça. Et j'ai dit, non, j'ai fait pipi. Alors, c'était devenu un peu comme si on débattait quelque chose. Puis, ils ont dit, OK, pour couper court, ils ont dit, OK, si ta vessie se remplit encore la prochaine fois, va encore faire pipi. C'était un peu comme on me défiait, quoi. Et puis, si tu fais pipi, appelle une infirmière, qu'elle vienne vérifier avec l'échographie pour voir si tu as vraiment évacué tes urines. Alors, moi-même aussi, mon cœur commençait à battre. J'ai dit, hé Seigneur, est-ce que c'est ça? Alors, je te dis que, pouf, la deuxième fois, je suis encore allée dans la toilette. J'ai uriné encore. Et j'ai sonné l'infirmière qui est venue. Et elle a dit, OK, je dois vérifier avec l'échographie. Elle vient avec leur appareil, là, leur échographie là, ambulant. Là. Elle a commencé à faire. Puis je voyais que souvent, elle faisait tout le temps une grimace. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, oh non, l'appareil ici ne fonctionne pas. J'ai dit, Bon. Elle est partie avec, elle est revenue avec un autre. Mais elle faisait encore la même grimace. Et puis, elle appelle dans leur truc, là, leur téléphone, elle appelle une autre infirmière, celle qui lui avait passé le truc. Elle dit, le truc que tu m'as passé ne fonctionne pas. Elle a dit, avant de te le donner, je venais de l'utiliser. Comment ça ne fonctionne pas? Elle vient la rejoindre. Elle dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Elle dit, mais regarde toi-même. Quand quelqu'un urine, en fait, normalement, quand nous tous on urine, en fait, on ne sort pas tout. Il faut toujours qu'il y ait des petits résidus qui restent. Okay. Mais moi, j'imagine, quand c'est un miracle, j'ai vide tout. Donc, ce qu'elle recherchait, c'était les résidus là. Elle dit, mais non, sa vessie est vide, mais complètement vide. Elle a dit, laisse la dame tranquille, elle est guérie. Et puis moi, j'ai aimé parce que c'est sorti de la bouche de l'infirmière. Hein. Elle a dit, elle est guérie. Tu cherches quoi? L'appareil fonctionne, je viens de l'utiliser. C'est comme ça que ils ont signalé au médecin que oui, effectivement, la vessie va beaucoup mieux. Donc, elle urine naturellement maintenant, sans problème. Mais j'étais toujours paralysée. Bon, tout ça là, j'ai écrit dans un livre. Hein. Ce que je vous raconte là, sachez simplement, sinon parce qu'on va dormir ici, je pense que le temps est parti. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que Dieu est resté fidèle. Dieu a fait pas mal de choses à travers... j'ai vécu tellement de choses. Dieu ne m'a pas guéri d'un coup, mais Dieu m'a guéri progressivement. Pourquoi aussi? Parce que, je sais pas, Dieu a ces genres de choses à faire dans ma vie, quelquefois que je ne comprends pas pourquoi il le fait de cette manière-là. On m'avait donné un délai d'1 an. Et je pense que Dieu voulait confondre ça aussi. Parce que quand j'ai atteint 1 an, je ne marchais pas encore. Et
j'étais un peu en panique parce qu'on m'a dit, bon, voilà, il faudra aussi arrêter la kiné parce que ceci, cela. J'ai parlé avec ma kiné. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de continuer de faire la kiné. Elle a dit, ok, je vais parler avec le médecin et on va lui demander 1 année de plus. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit, donne-moi 1 année de plus. Elle a dit, si vous avez du temps à perdre, allez-y. Hein. Je vous le donne. Si ça l'amuse de continuer à venir. Bon. C'était sa réaction? Oui, elle a dit, ok, je vous donne 1 an de plus. Et c'est à cette année-là qu'on m'a donné 1 an de plus, alors que mon corps ne pouvait plus récupérer. C'est cette année-là que... Selon la vision des hommes. Exactement. C'est à cette année-là que mes progrès se sont accélérés. Wow. J'ai commencé à marcher avec mes 2 béquilles. 2 béquilles, j'ai lâché une béquille. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je prends la canne. J'ai commencé à marcher avec la canne. Et là aussi, avec la canne, j'atteins les 2 ans qu'on nous avait donnés. La kiné est partie encore demander au médecin. On veut une 3e année. Il dit, ah ben oui, volontiers, puisqu'elle a continué à faire des progrès. Et c'est quand j'entame la 3e année que je lâche même complètement la canne. Et progressivement, j'ai pris de l'équilibre et ainsi de suite. Avec ma démarche bizarre, mais je dis tout le temps aux gens, pour comprendre le charme de ma démarche, il faut connaître mon histoire. Si tu ne connais pas, tu vas dire, la dame là, elle boit tout bien, c'est quoi? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager. J'ai envie d'acclamer là pour ce que tu as fait, tellement c'est incroyable. Et tu es un exemple vraiment de persévérance. Tu nous apprends beaucoup de persévérance en fait dans ton témoignage. Comme quoi l'homme a souvent des délais comme ça, 1 an, dans 1 an, si ça va pas, c'est fini. Mais comme tu l'as dit toi-même, c'est le délai de Dieu qui compte en fait. Tout à fait. Et il ne faut pas lâcher quand Dieu te dit, voilà, moi je prends soin de toi. Amen. Même s'il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ouais, mais il est là. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il est là. Tout à fait. Il ne lâche pas du tout. J'ai vraiment cette pensée, pour clôturer cette émission, de rendre grâce en toutes choses. Tu nous as parlé d'exemples, de ce que tu as vécu vraiment dans l'intimité, etc. Et c'est vrai que parfois on oublie de rendre grâce à Dieu pour ces petites progressions dans nos vies, pour ces petites guérisons, ces guérisons parfois, dont on n'ose pas spécialement parler autour de nous. Et merci beaucoup pour le courage que tu as eu aujourd'hui de nous parler de ça très ouvertement, avec beaucoup d'authenticité. On a vraiment été bénis et on réalise combien il faut rendre grâce en toutes choses. Amen. Amen, amen. Merci. En tout cas, on est très heureux. Merci encore pour ton témoignage. Merci pour toute cette joie que tu nous apportes. Parce que voilà, je crois que le Seigneur a transformé cette épreuve en joie aussi. Tout à fait. Et je crois que tu as donné beaucoup d'espoir à nos téléspectateurs qui vivent certainement et peut-être des moments très douloureux aussi en ce moment. Mais Dieu fait bien les choses. Amen. En son temps, tout ce qu'il fait est parfait. Et parfait. Maman Nandikaisa, je te laisse le dernier mot de la fin. D'accord. Bon, j'aimerais peut-être encourager quelqu'un qui passe sûrement par des moments difficiles, de ne pas lâcher. Moi, je dis tout le temps, la foi, c'est bien, mais la foi se démontre. Et si je n'avais pas accepté un jour de dire, je ne veux plus utiliser mon fauteuil roulant, je veux marcher, parce que c'est ce que j'avais fait à un moment donné, j'ai dû abandonner volontairement le fauteuil roulant alors que je n'avais aucune force dans mes jambes. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que la foi se démontre. On nous dit dans Hébreux 11, on dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire tu espères déjà cette chose-là. C'est l'espoir. Maintenant, le deuxième volet dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas, donc des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire tu commences à démontrer, tu commences à aller dans la direction de la chose que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Alors, tu as la foi, pose des actions de foi. Maintenant, même quand tu poseras des actions de foi, si ça ne prend pas tout de suite, ajoute de la détermination et de la persévérance. Et le reste, ça sera Dieu qui fera la différence. Voilà. Amen. Merci. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Nana Lokezo. Exactement. Facebook, Ouais, Instagram, Snapchat, X. Voilà. Partout en fait. Partout. TikTok. Maman Nana Lokezo, elle est moderne. Très moderne. Elle est très moderne. Un tout grand merci en tout cas pour ce temps passé avec toi. Merci pour ton authenticité et pour ce témoignage qui nous touche profondément. Sois bénie et tu es la bienvenue à tout moment. Merci. On sera très contente de t'accueillir à nouveau.
Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Gospel Impact. Restez connectés et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oui, je louerai. Même si mes mains levées se fatiguaient, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Alléluia. Même si la tempête secouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai.